table ronde est intitulée Parcours de soins et accompagnements médicaux, paramédicaux, éducatifs et scolaires. Je vous l'ai dit, on va se faire un mini tour du monde des pratiques avec une règle d'or, mesdames. Vous allez témoigner de votre propre vie au quotidien, mais vous allez faire un petit zoom arrière sur ce qui se passe dans vos pays respectifs. Donc, ne pas parler uniquement de votre cas, mais voilà, dire ce qui se passe dans vos pays respectifs et nous dire ce que vous connaissez d'autres familles. Est-ce que le duplex fonctionne? Ah oui, Bansky est un artiste engagé, effectivement. On entend dans les oreillettes, mais pas dans la salle. Uh-huh. Ah, sans micro, Hélène, ça ne va pas le faire. Mais moi, can you hear me, Effie? With the mic in the auditorium? Non. No, I can't Est-ce que tout le hear monde a une male oreillette voice. Non, elle n'a pas pour entendu entendre votre Effie? voix. Yes, I can hear. Maintenant, j'ai l'impression Ouais, qu'elle donc elle ne peut entend. pas entendre les lancements, ce qui va être Je pense fâcheux. qu'elle entend maintenant. Elle a dit qu'elle entendait. Effie, can you hear me? Yes, I can hear you. And your mic, can you? Oh, okay, nice. Are you able to speak with your mic? I think your mic is up, no? No, this is my mic here. This is my mic. Voilà, c'est bon. C'est mon micro. Est-ce que vous pouvez allumer votre micro? C'est bon? Elle vous a dit qu'elle vous entendait. I Donc, il n'y a have pas de switched it retour on. ici, Yes. d'accord, du son. Mon micro est allumé. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'ai une oreillette pour entendre ces réponses. D'accord? On est entre nous, hein, voilà. C'est pour ça que les tests, on n'a jamais fait assez de tests. Pardon, excusez-moi. Hop, on va mettre ça. On a un peu de temps. Hop. On va avoir besoin d'aide peut-être un moment. Hop. Voilà, ben on va commencer. Je vais lancer la première question. On va faire un premier tour, hein, mesdames. On va regarder quelques photos et vous allez nous présenter à la vue de chaque photo un membre de votre famille, enfin votre famille, l'enfant, votre enfant, et puis nous dire quand le diagnostic a été posé. Juste la première question, présentation de la famille, et puis le moment où a été fait le diagnostic. On va commencer notre voyage au Danemark avec vous, Cornelia Klugman. Vous êtes la mère de Oda Emeline, qui est âgée de 5 ans. Et normalement, on a une photo qui arrive. Hello, good morning. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis ravie I d'être don't think là. there's my photo yet, but Alors, ma shall I photo anyway n'apparaît pas start? encore. Ah là, voilà, mais je vais commencer. So this is me. Voilà, I'm c'est moi. from Germany. Je My suis husband Richard, who's allemande avec mon American, and so mari. we're quite Richard, an il est international américain. family because the Nous sommes children une were famille born in internationale. Les Belgium, enfants étaient nés en and Belgique we used to live in et Brussels, on and now habitait we à live Bruxelles in auparavant. Denmark. We've Maintenant, lived nous there vivons almost 2 au years Danemark. now in Cela fait Copenhagen. 2 ans And à so this is Copenhague. our Et older voici son Evan. He's notre nearly 8 years grand-fils old, Evan. Il a presque typically 8 ans. developing, and Il we have développe a little de Uda manière who is normale. here Et at the Ute, moment being ici, very well cared for by the est helpers, très bien and soignée she par is les 5 assistants years ici. old. Elle a 5 ans. When Lorsque Uda was 6 Ute months old, avait we 6 mois, couldn't nous n'arrivions pas detect any à successful attempts at détecter sitting up, so we were getting a little worried. So ses essais pour to s'asseoir. Elle doctor, n'arrivait and pas à the s'asseoir. On était un petit pediatrician peu didn't know either inquiets, what donc on was a wrong posé la with her, question au but médecin. Le took her pédiatre ne to savait pas non plus. OBAT therapy, Donc, on est allé physiotherapy, and that's faire been de very la good. She said this kinésithérapie et ça for a été years, très, and the très therapist utile. Cela helped fait plusieurs années. sit up, and also with Ils l'ont practicing a aidé lot at à home, at s'asseoir. On home, s'entraîne beaucoup à la to crawl, maison. and Ensuite, on s'est finally to entraîné. walk, and now Ensuite, she's à almost, yeah, ramper et she's ensuite running à sometimes. marcher. Maintenant, And parfois, she elle was court même. diagnosed Elle a été with a diagnostiquée genetic diagnosis at 1.5 years. à 1 an et demi, 18 mois. On va aller du côté de l'Espagne avec notre plus française des Espagnols.
Justine Dessouche, maman de Maya, donc en Espagne. Vous êtes par ailleurs vice-présidente de l'association DDX3X en Espagne. On en parlera juste après, mais juste pour commencer la présentation de Maya et de la famille. Oui, merci. Oui, donc je suis française, mais nous habitons en Espagne. Donc ça peut amener un peu de confusion. Donc la photo, on va attendre la photo. Ma fille Maya a 9 ans. Elle a été diagnostiquée quand elle avait 4 ans. Donc, elle est née en Espagne. Hein. J'ai vécu la grossesse en Espagne. Et dans notre cas, dans mon cas, c'est vrai que la grossesse est très compliquée. Donc, il y avait des signes annonciateurs. Tous les tests revenaient normaux. Mais c'est vrai qu'à la semaine, je crois, 34 ou 32, on a vu une malformation cérébrale. Donc, bien évidemment, à ce stade, il était hors de question d'arrêter. Mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs signes qui annonçaient quelque chose. Donc, voilà. Donc, ici, Maya, qui a 9 ans. Son frère Elio, à gauche, qui a 4 ans. Et le tout petit qui a 2 ans. La photo date un petit peu, hein, donc ils ont l'air un peu plus petits que ce qu'ils sont maintenant. Et Alvaro, le papa. Donc, on a dû attendre 4 ans pour le diagnostic. 4 ans, je pense qu'au bout de 4 ans, personnellement, c'était fait un peu l'idée que on n'aurait jamais de diagnostic. C'était pas grave. Ce qu'on voulait vraiment, c'était savoir si on pourrait avoir d'autres enfants. C'était pour nous un peu, c'était devenu le plus important, en plus de essayer d'aider Maya au mieux. Mais finalement, sans le diagnostic, on arrive à trouver les thérapies, trouver les médecins qui aident notre enfant. Okay, je pense que finalement, avoir l'étiquette aide pour certaines choses et pour d'autres non. Okay, je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous, pour qui finalement le diagnostic a changé ou non les choses. Notre cas, c'était avoir d'autres enfants et également pouvoir rencontrer d'autres familles. C'est vrai que pour nous, c'était très important de pouvoir parler avec d'autres familles et partager un peu l'expérience de ces autres familles. On va aller en Angleterre à la rencontre de la maman de Sadie, Effie Fenton. Bonjour. Bonjour, Effie. Good morning, can you hear me? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Yes, perfectly. So just a quick presentation of your daughter. Alors, une petite présentation de votre fille, s'il vous plaît. Oui, c'est moi et ma fille Sadie. Elle a 19 ans maintenant et nous avons eu le premier diagnostic lorsqu'elle avait 13 ans, en février 2018. Mais j'ai remarqué que dans la lettre, la date était bien avant le mois de juillet 2017 et je ne sais toujours pas pourquoi il y a eu autant d'attentes avant de me faire part de ce diagnostic. Donc, le généticien était au courant. Comme la personne qui vient de parler, ça n'a pas énormément changé les choses pour nous, pour sa vie au quotidien, mais ça a quand même représenté beaucoup de choses pour moi parce que j'ai pu rencontrer plein d'autres personnes atteintes par ce syndrome. Je les ai rencontrées en personne. Et il y a 2 jours, je passais un peu de temps à New York avec l'un de nos amis américains et sa fille qui a aussi des D3X3X. Donc, pour moi, ça a vraiment changé les choses de connaître d'autres personnes qui ont la même pathologie. Le Danemark, l'Espagne, le Royaume-Uni et la France avec Camille qu'on retrouve. Camille, vous êtes la maman de Nel. Petite présentation de la famille. Oui, effectivement, Nel est notre fille aînée. On est parents de quatre jolies filles. Nel est âgée de 12 ans. Le diagnostic du syndrome DDX3X a été posé alors qu'elle avait 6 ans et demi. Voilà, alors bien entendu, on n'a pas attendu 6 ans et demi pour se rendre compte qu'un certain retard s'installait dans les premiers apprentissages. Et dès sa première année, Nel a été accompagnée en kiné, en orthophonie, en psychomotricité également. Voilà, Nel avait bénéficié d'une IRM cérébrale quand elle avait 17 mois parce que j'étais enceinte d'Inès, notre seconde. Et du coup, qui avait objectivé une malformation cérébrale au niveau de la ligne médiane, donc le corps calleux et le cervelet. Et l'IRM avait plutôt visé
d'éliminer tout risque de cas familial et de récidive pour pour ma deuxième grossesse et notre deuxième enfant. Voilà, donc ça c'est notre petite famille cet été. Nel est au milieu. Il y a Inès qui est âgée de 10 ans, Avril 8 ans et Ellie 5 ans. Voilà. Voilà pour ces présentations. Vous connaissez peut-être Emily in Paris, mesdames, messieurs, mais il y a aujourd'hui avec nous Chelsea in Paris. Vous êtes manager de la DDX3X Foundation. On en a parlé tout à l'heure avec Camille. Vous venez des États-Unis. Merci d'être là avec nous ce matin. Zoom arrière, si vous le permettez, combien de personnes sont diagnostiquées? Donc, si vous avez des chiffres, les États-Unis et puis d'autres pays peut-être? Hi, thank you so much. Were you able to put the slide up? Merci On a les statistiques. No beaucoup. worries if not. It's okay. Okay, Alors, it's okay. So right now we have a little over 1,100 known cases in the world. Hello. On a environ Is that better? 1100 cas connus dans le Right now we have a little monde. over. Sorry. Right now we have a little Donc, over on a à l'heure actuelle à 1,100 peu known près cases 1100 in the cas connus world. dans le monde, Of those, 415 are in the United dont States, 415 sont aux États-Unis, 665 are in the rest of the world, 665 dans le reste du and monde. of those 665, Et parmi les 433 665, of those are in Europe, 133 86 sont right en here Europe, in France. 86 en France. Perfect. Okay, thank Voilà, you. c'est très bien. 86 en France, Camille, mais il y a quelques années, c'était pas le cas. Il y a eu un jump en quelques années, c'était 40 plutôt. Oui, effectivement, nous, quand elle a été diagnostiquée en 2017, il y avait une quarantaine de cas en France, connus en France. Je parlais tout à l'heure avec Céline Rimbert qui me disait que lors du diagnostic de leur fille, Eve-Marie, il y avait 2 ou 3 cas en France. Donc, effectivement, un peu comme le syndrome est récemment connu, maintenant, il fait partie des syndromes qui sont recherchés. Et plus on cherche, plus on trouve. Mais depuis le début, les médecins disent qu'effectivement, le syndrome des DX3X est un syndrome qui est très largement sous-diagnostiqué. Et voilà. Et vous avez un exemple là, au CHU de Lille où est suivi Neil, avec un médecin qui ne sait pas forcément auprès de ses confrères s'il y a des cas ou pas, c'est ça? Oui, c'est ce dont on parle beaucoup entre familles, c'est qu'effectivement, la remontée des informations peut se faire par des biais très différents. Le recensement, entre guillemets, des enfants ou des adultes, enfin en tout cas des patients porteurs du syndrome, peut se faire par les familles, via les associations, peut se faire également par les médecins, mais la communication et les échanges ne sont pas forcément très fluides. Et c'est pour ça qu'on invite vraiment à répondre aux questionnaires, aux plateformes en ligne, à rentrer en contact avec les médecins experts pour que les médecins entre eux puissent échanger et que les familles entre elles puissent également s'identifier et rentrer en contact, quoi. Et c'est l'intention aussi majeure de l'association extraordinaire. Mesdames, on a compris que vos enfants ont été diagnostiqués à des âges différents. Y a-t-il une différence entre voir un diagnostic jeune ou très jeune ou un peu plus tard? On va poser tout d'abord la question à Effie. Une différence entre un diagnostic très très tôt et un peu plus tard, comme c'est le cas de votre fille. So that's an interesting question. I think in terms of my personal C'est une experience, question intéressante. Pour ce qui est de mon expérience personnelle, le fait que ma fille ait été diagnostiquée assez tard, ça signifie évidemment qu'on n'a pas eu des interventions précoces. Mais je pense que même si on l'avait diagnostiquée à la naissance, on en savait tellement peu sur ce syndrome que ça n'aurait probablement pas fait beaucoup de différence. Ce qui fait la différence, c'est pour l'avenir, parce que plus on en apprend sur le syndrome des DX3X et plus on peut
peut-être envisager d'autres traitements qui seraient utiles. Je vais vous donner un exemple. J'ai une amie dont la fille souffre du syndrome Rett, qui est une autre maladie. C'est une maladie liée au chromosome X, mais qu'on connaît mieux parce qu'on l'a découverte un peu plus tôt. Et depuis la naissance, elle est suivie par des spécialistes pour voir justement si elle développe un certain nombre de symptômes ou de pathologies qu'elle n'a pas encore montrées. Par exemple, les chirurgiens surveillent si elle a un problème au niveau du rachis. Ma fille, qui a le même âge, n'a jamais été vue par un chirurgien du rachis jusqu'à ce qu'elle commence à avoir des problèmes au niveau du rachis. Elle a 3 problèmes, la scoliose, la kyphose et la lordose. Toutes les 3 sont présentes et ça s'est développé très très vite au moment de la puberté et pour atteindre un niveau assez sévère. Et quand on a compris qu'elle avait ces pathologies du rachis, on a recommandé, par exemple, des exercices de rééducation et de kinésithérapie à cheval. Sauf que quand on a voulu le faire, on nous a dit que malheureusement, sa scoliose était trop développée pour qu'on puisse envisager une équithérapie. Donc, pour l'avenir, diagnostic précoce sera utile dans le sens où il permettra d'apporter un soutien avant ou dès que les symptômes apparaissent ou les pathologies apparaissent chez l'enfant. Donc, un diagnostic précoce à l'avenir me semble très utile. Un diagnostic précoce vous semble très utile à l'avenir. C'est votre avis aussi, Justine? Vous avez des choses à dire sur ce sujet? Oui, je pense que c'est vrai que finalement le diagnostic suivant l'âge à laquelle votre enfant est diagnostiqué, ça change beaucoup de choses. Plus il est petit, c'est vrai qu'on va pouvoir anticiper certains symptômes, comme le disait le docteur Ruot. C'est vrai que de connaître le syndrome nous permet en fait, en tant que parents, pouvoir anticiper certains symptômes. Par exemple, Maya qui a maintenant 9 ans, vient juste d'être diagnostiquée TA, donc trouble du spectre autisme, et aussi TDD. Alors, pardon, je ne connais pas les termes en français, de hyperactivité et problème de l'attention. À 9 ans. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que, en tant que parents, on a surveillé depuis petite, alors que les médecins nous disaient non, 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 autiste, non, non, non. Elle a un très bon contact visuel, ce qui est très réducteur quand même de dire ça. Et pour que finalement, à 9 ans, on la diagnostique. Donc, c'est vrai que je pense que le fait de connaître le diagnostic tôt permet de pouvoir anticiper des symptômes futurs. Mais je sais que l'expérience finalement du diagnostic suivant l'âge est différente pour chaque personne. Je pense que quand le diagnostic est posé, pour certaines personnes, ça permet de enfin faire le deuil, on a enfin une réponse, on a un nom. Mais je pense que c'est le cas pour nous tous. Ça ouvre la porte en fait à beaucoup d'autres questions. On sait que ça s'appelle syndrome DDX3X, mais maintenant quoi? Et là, on fait toutes les recherches sur le syndrome DDX3X sur Internet et on trouve peu de choses. Et c'est pourquoi on est là aujourd'hui. Et c'est pour ça que les associations existent pour échanger, se retrouver et se soutenir. C'est Tout à ça? fait, tout à fait. Notre expérience, mon expérience, c'est vrai que Maya a été diagnostiquée donc à l'âge de 4 ans en Espagne. Il y avait 4 cas. Donc c'était en 2018. On s'est rencontrés, les 4 familles, et on a décidé avec d'autres mamans, après 2 ans, de créer l'association des DX3X Espagne. En Espagne, il n'y avait absolument rien. Rien n'existe. Rien n'existait à l'époque. Et donc, on a décidé de créer cette association pour plusieurs choses, pour impulser la recherche. En Espagne, il n'y a absolument rien. Il n'y avait absolument rien, pardon, parce qu'on vient juste de débuter une première étude sur le syndrome à travers les poissons zèbres que nous verrons cet après-midi. Donc, essayer un peu d'impulser la recherche au niveau national, international, donc d'entrer en contact avec tous les professionnels qui connaissent ce syndrome, qui travaillent sur ce syndrome en Europe et aux États-Unis, en Australie et tout autre pays où une recherche a été faite. Et aussi être bien sûr un soutien pour les familles.
c'est vrai que c'est aussi une de nos missions de pouvoir accueillir les familles qui récemment diagnostiquées, de les aider administrativement. C'est vrai que dans chaque pays, après, il y a tous des programmes mis en place et on essaie comme ça d'apporter un soutien aux familles. On a compris, mesdames, messieurs, qu'il y avait un avant et un après diagnostic. Cornelia, dites-nous plus concrètement possible ce que ça a changé dans la vie de votre enfant et dans votre propre vie, la vie de la famille, entre le avant le diagnostic et dès que le diagnostic a été posé. Yes, some of the therapists or the doctors Alors, told us certains that it des wouldn't médecins change et very des much, that the professionnels de santé therapies nous ont mainly dit address non, the mais ça ne va pas symptoms changer of the grand-chose parce que de toute disability. façon, les For traitements ne example, that there's very vont little speech, être que so we do what we symptomatiques. can Par to exemple, help her speak. But in l'enfant this ne parle pas beaucoup, on va in essayer de this l'aider dans context, I love l'apprentissage de it la parole. if Angela's Mais dans research ce and other contexte, research on this was more well known because, for je pense example, you que ça aurait été bien told us we d'avoir participated in your connaître les study, and you recherches. told us that a lot of Par the girls exemple, have a on fracture vient of speech. d'apprendre And if qu'il y a this beaucoup was d'études also sur more le well langage, known sur la parole. Et si on in the en avait commune who su pays for the plus therapies in our place in au niveau Denmark, then du this traitement au could Danemark, automatically be ça said, okay, nous this is aurait a very aidé. On severe aurait speech pu dire, bon, ben impediment d'accord, and she là, needs elle a un intensive retard speech du therapy. langage qui est And très, this très we important et really elle a don't have besoin enough. d'orthophonie. Et We have malheureusement, on n'en savait pas speech therapy suffisamment. 1 hour a On week a paid 1 heure for par by the semaine commune. d'orthophoniste, je crois, et c'est tout. I'm very lucky to On have a a déjà de la generous chance employer who helps d'avoir us, who helps the un daughter, employeur très généreux qui nous aide who énormément and sur ce pays for plan more therapy. et So we qui pay as private speech paye pour un therapists certain twice nombre a week on top de of that, traitements. Elle and a our employer will pay, my des séances employer will de pay me back orthophonie payées en with privé 2 different fois par technique to semaine. help Uda On at travaille least sur d'autres develop some techniques speech. pour aider Ouda à There is some développer speech, but very justement little. Other une certaine therapies capacité also, à la well, we parole. Et puis, il y a started the d'autres therapy traitements. Bobat Il y a kinesiotherapy la before a kinésithérapie diagnosis was given. qui a And été when it was given, it rendue was possible confirmed that this avant was même the right le therapy. diagnostic. Et avec le diagnostic, on a eu la Also, the confirmation qu'on avait bien ergotherapy fait de commencer started la a little kinésithérapie. later. It's Puis, on a also commencé totally d'autres standard, traitements un I petit think, peu for plus this tard, bon, diagnosis. ce qui est relativement classique Of une course, fois que it l'enfant est was diagnostiqué. a very Bien hard sûr, blow to get the ça a été un choc diagnosis. quand We on nous were a donné le was it fairly diagnostic. day. We had to also grieve Il a fallu qu'on about the fasse le future. deuil, Our daughter is probably not qu'on gonna have, accepte but que still, it helps you to notre get fille to était deal malade, with it, mais to ça know nous a how to aussi expect aidé à some comprendre things. And et à nous dire, also OK, à in quoi est-ce qu'on peut Belgium, where we s'attendre? lived before, and I think also in Là où Denmark, you get en some Belgique, où on additional vivait à medical l'époque exams et because au of the Danemark, diagnosis that ça nous a otherwise permis d'avoir accès à you probably d'autres wouldn't soutiens be médicaux given. après le diagnostic qu'on n'aurait pas eu avant le diagnostic. Camille, du côté de la France, on va voir chez vous aussi comment ça s'est passé avant et après le diagnostic. Alors, on sait que les enfants sont suivis par des kinés et des orthophonistes. Il se trouve que vous êtes, vous, Camille, orthophoniste, Rémi, votre mari qui est par là-bas, est kiné. C'est un avantage ou pas forcément à 100%? Si, je pense très sincèrement que c'est une chance. On a pu être vigilant et être alerté bien plus tôt par les premiers signes de retard d'apprentissage pour notre fille et actionner pardon, les leviers très tôt. Effectivement, nous, la pose du diagnostic, qu'elle soit arrivée à 6 ans et demi, n'a pas en soi fait évoluer l'accompagnement de Nel, puisque toutes les prises en charge étaient déjà mises en place avant. Après, je me souviens très bien que le jour de la pose du diagnostic, le 8 décembre 2017, ce jour-là, je suis allée sur les forums pour entrer en contact avec les familles concernées par le syndrome des DX3X. Je me suis rapprochée de l'association Extraordinaire, dont la généticienne nous avait donné les coordonnées. Et finalement, ça a fait évoluer les choses dans la mesure où en discutant avec les familles, on partage des expériences de techniques, de prise en charge, d'accompagnement. On se sent soutenu, on se sent forcément beaucoup moins seul, même si chez nous, ça n'a pas fait évoluer la prise en charge. Ça permet aussi de se projeter dans les symptômes auxquels il faut être vigilant.
parce qu'effectivement, le syndrome des DX3X, comme tous les symptômes, comme tous les syndromes liés au chromosome X et qui sont des maladies rares, sont des syndromes à expression variable. Alors si nos filles sont concernées, enfin si nos enfants, pardon, sont concernés par les mêmes types de symptômes, ils s'expriment de manière très différente. Et par exemple, chez notre finelle, on n'estime pas et on n'évalue pas de risque d'anxiété, ce qui est un symptôme majeur chez la plupart des enfants. On sait que c'est quelque chose auquel on doit être vigilant parce que l'anxiété peut se manifester et arriver après. Et donc, d'avoir ce profil symptomatique, ça permet quand même d'être plus alerté. Chelsea, un mot sur la puissance, la force d'une association pour les parents, une fois que le diagnostic a été posé. Comment ça se passe chez vous aux États-Unis? Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus sur voilà, la force de l'association, l'entraide entre parents? Bien sûr, je peux vous en parler. Et pour répondre à la question tout à l'heure sur l'importance d'un diagnostic précoce, nous, ce que l'on voit le plus souvent aux États-Unis, et on a aussi des gens d'autres pays qui viennent nous voir lorsqu'ils sont diagnostiqués, c'est ce sentiment de communauté, d'appartenir à un groupe, de pouvoir être en relation avec d'autres familles, même si c'est uniquement sur le plan social. On a un groupe Facebook sur lequel les gens se connectent pour pouvoir témoigner, dire ma fille a des problèmes d'anxiété en ce moment, qu'est-ce que vous faites vous? Est-ce que ça vous arrive aussi? Quel traitement avez-vous mis en place? Est-ce qu'il y a des traitements disponibles? Donc, un diagnostic précoce, bien sûr, c'est important pour cette raison-là. En outre, concernant le soutien que nous pouvons offrir, notre première mission, c'est d'aider les familles à se parler les unes avec les autres et aussi à trouver des financements. Ça fait partie de notre objectif. Et quand une famille vient nous trouver et nous dit on vient juste d'être diagnostiqué, qu'est-ce qu'on fait? La première chose qu'on fait, c'est les aider à se connecter sur le groupe Facebook pour qu'ils puissent être en contact avec d'autres familles, avec d'autres aidants qui sont confrontés aux mêmes problèmes. On ne propose pas de recommandations concernant la prise en charge. Par contre, on leur donne une idée de ce qui est disponible en termes de traitement et surtout on les met en contact avec des familles qui leur expliquent ce qui a bien fonctionné pour elles. Et on est sur le point de lancer une étude sur l'évolution naturelle de la maladie, donc aux États-Unis, mais pas que, dans le monde entier aussi, pour essayer de comprendre quelle peut être l'évolution de la maladie pour que ça nous permette d'avoir une meilleure compréhension afin de pouvoir faire des recommandations de traitement pour les familles, de prise en charge. Voilà, mesdames, messieurs, je vous rappelle que vous pourrez poser des questions à nos invités, nos quatre invités, même à Efi qui était en ligne. Je ne vous oublie pas. Efi, la prochaine question, c'est pour vous. Et puis, du côté du chat, Gwendoline veille au grain pour des questions, mais on va zoomer évidemment sur les questions liées à la table ronde et on prend note de toutes les autres questions plus générales pour peut-être pour y répondre tout à l'heure dans l'après-midi. Vous allez nous expliquer les plus grosses difficultés que vous vivez au quotidien avec votre enfant, comment tout cela évolue. Vous, Effie, avec Sadie, ça concerne l'anxiété, hein, c'est bien ça, c'est la plus grosse difficulté que vous vivez. Yes, so I know you will hear Oui, oui. Bon, je sais que le docteur Martine vous en parlera tout à l'heure. Elle vous parlera de l'étude Bingo. Ma fille et de nombreuses autres patientes ont participé à cette étude. Et l'un des points intéressants sur le fait de découvrir que Sadie souffrait du DDX3X, c'est qu'en fait, je connaissais déjà des familles dans lesquelles il y avait des pathologies similaires avec d'autres groupes de soutien. Mais ce que je voulais comprendre à l'époque, moi, c'était ce qui était justement différent dans le syndrome DDX3X par rapport à d'autres maladies rares. Et ça, c'est quelque chose que l'étude de Bingo nous a permis d'identifier. Et justement, une des invitées vient de le dire, que c'était un des problèmes. L'anxiété pour certains enfants est un énorme problème. Et lorsque l'étude de Bingo a été lancée,
On a compris que le syndrome DDX-TRIX était différent et qu'il y avait des enfants qui souffraient d'autres troubles du développement et déficits intellectuels qui n'avaient pas les mêmes symptômes et pas l'anxiété. Donc l'anxiété de Sadie vient du fait qu'elle est hypersensible aux sons, aux situations qui la débordent complètement, il faut qu'on l'aide justement à gérer ces crises d'anxiété. Et ça a été très important. Et lorsqu'on a eu le diagnostic des troubles du spectre de l'autisme grâce à un psychologue, ils n'ont pas mis en place la véritable procédé de diagnostic, mais ils ont quand même, pas à cause de ces difficultés à communiquer, mais on a quand même fait le diagnostic parce qu'en fait, on a compris qu'il y avait des problèmes comportementaux liés à cette anxiété et qu'elle avait beaucoup, beaucoup de mal à gérer. Puis il y a d'autres choses qui nous ont aidés, comme par exemple les traitements de pression profonde, les traitements qui font appel à des embrassades pour éviter aussi les facteurs déclenchants qui déclenchent les anxiétés. Ça nous a beaucoup aidé pour aider les gens qui ont des possibilités, parce qu'il y a plein de choses à faire pour traiter l'anxiété et le fait de mieux comprendre les causes de l'anxiété, les facteurs déclenchants, ça nous aide énormément et ça nous aidera à trouver comment traiter ces anxiétés et ça sera très, très utile pour les familles. De votre côté, Justine et Cornelia, ce sont des problèmes pour Justine de communication, pour Cornelia des problèmes de langage notamment. Parlez-nous, Justine, ces histoires de gestes et de pictos, enfin voilà, Oui. pour améliorer la communication. Oui, Maya qui a 9 ans est non-verbale ou minimalement verbale, si on doit changer le terme. Je pense qu'elle doit avoir un répertoire de 15 mots. À savoir que la plupart des mots sont maman, papa, en plus c'est en espagnol, donc c'est mama, papa, tata. C'est très limité. Donc depuis petite, on nous a toujours dit, oui, oui, privilégier les gestes. Signe de la langue des signes, non, trop compliqué, impossible. Macathon, en Espagne, ça n'existe pas. Donc, on a inventé nos signes, ce qui nous était recommandé. Donc, ça marche très bien. C'est vrai qu'on a tout un répertoire de signes. Par exemple, ça, c'est la trottinette. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, des choses comme ça qui, pour vous, ne veut absolument rien dire. Donc là, Maya a 9 ans. Il faut vraiment qu'on ouvre un petit peu sa communication et fasse qu'elle puisse être comprise par d'autres personne que sa famille. Donc, on utilise maintenant une sorte de support de communication sur une tablette. C'est finalement des pictos, mais dynamiques, en quelque sorte. Et ça marche plutôt bien. C'est vrai que sa compréhension s'est beaucoup améliorée. Je pense que c'est vrai que jusqu'à ses 4 ans, on n'était pas vraiment sûr de tout ce qu'elle comprenait. Donc c'est vrai que les pictos étaient un petit peu, je pense, trop difficiles pour elle. Et on a commencé à partir de l'âge de 5 ans pour après passer à la tablette à partir de 6 ans. Donc c'est vrai que c'est très difficile pour nous en tant que parents de changer, en fait, de changer des signes. Donc on va prendre la trottinette à trouver les pictos sur la tablette. C'est pas évident. Mais grâce à l'aide d'orthophonistes, justement, c'est les professionnels de son école, on voit des progrès. Et c'est vrai que pour elle, je pense que ça l'aide beaucoup par rapport face à la frustration, par exemple, que cela peut générer de ne pas pouvoir parler, de enfin pouvoir communiquer avec nous. Cornelia, du côté du Danemark, vous utilisez un langage des signes propre au Danemark. Hein. Comment ça s'appelle ce langage des signes? Yes, in Denmark, Ulla learns tegn til tale, which means signs to language. And we learned it before. Oui, c'est French un one langage till qu'on a Sesam, appris. in Belgium. And this On one avait has a little appris bit different d'abord le form of the langage sign, the same, others are français, different, but it's Sésame, mais invisible. I think it's celui-ci est un peu différent, mais il fonctionne sur le même principe avec un langage des signes simplifié pour les personnes atteintes de handicap. Et c'est vraiment un point important du système
danois où tu es dans une crèche, un jardin d'enfants absolument inclusif et fantastique. Et cela leur permet de travailler avec ces enfants atteints de handicap et les orthophonistes, etc. Et c'est dans cette école, c'est fantastique. Et c'est ce qui nous a aussi convaincus à déménager vers le Danemark parce qu'il y a une bonne inclusion, un super jardin d'enfants qu'elle devra malheureusement quitter l'année prochaine à l'âge de 6 ans, puisqu'elle devra aller dans une autre école compte tenu de son âge. Mais la difficulté, c'est la communication et la parole. Uda has also, maybe she's would be classified non-verbal, maybe mais peut-être parce qu'elle est non-verbale ou minimalement verbale, elle a du mal de toute façon à prononcer les mots qu'elle connaît. Donc, mais mon mari a dit au dernier test, c'était vraiment bien que je sois là parce que moi, je parle le Ouda. Et donc, en fait, on arrive mieux à comprendre ce qui lui est demandé. Mais vraiment, quand il y a des difficultés, des retards intellectuels, c'est un vrai problème. Il est probable que notre fille ne sera jamais indépendante. On ne sait pas ce qui va se passer. Elle va aller dans une école spécialisée. Vous voulez qu'on reparle des écoles après ou je continue avec l'école? On va laisser peut-être parler Camille et puis ensuite parler effectivement évoquer les aides particulières dont vous bénéficiez dans chacun des pays. Camille, toujours sur ce qui est difficile à gérer au quotidien, vous vous dites que c'est, je cite, le manque d'initiative, une faiblesse dans les activités. Ça veut dire quoi? Oui, effectivement, moi je trouve que au quotidien chez nous, ce qui est le plus pesant et ce qui recrute essentiellement notre attention et notre énergie, c'est ce défaut d'initiative où je dirais que Nell, comme beaucoup de petites filles d'aides historiques, c'est une petite fille très curieuse, mais qui a du mal à cibler et à mettre sa curiosité à bon escient. En fait, elle papillonne beaucoup, il y a peu d'initiatives de jeux construits et donc finalement, c'est une présence indispensable au quotidien, une oreille, un œil qui lui sont H24 dédiés, en se disant comment on peut exploiter la situation actuelle pour que ça lui soit profitable, comment on peut faire pour que ça lui apporte quelque chose, qu'elle y prenne plaisir et qu'elle apprenne à travers cette situation-là, quoi. Donc effectivement, le fait de devoir être vigilante à ce qu'elle fait et ce qu'elle va faire de la situation, effectivement. On va vous demander, mesdames, comme vous le suggériez, Cornelia, de choisir dans les multiples exemples de votre quotidien une pratique, un accompagnement particulier, peut-être un peu plus original dans votre pays, à nous décrire, à nous expliquer. Cornelia d'abord, et puis, puisqu'elle a repris le micro, et puis Effie ensuite. Dans notre vie quotidienne, la plupart des traitements, qu'il s'agisse d'orthophonie ou tous les traitements se déroulent dans l'école et en fait, ça a un effet multiplicateur. Bien entendu, il faudrait davantage de temps face à face, mais ça ne demande pas d'effort. Bien sûr, il faut que nous refassions les exercices avec elle. Mais ce qui est fait à l'école, bien sûr, nous facilite la vie. L'orthophoniste la voit en cabinet privé 2 fois par semaine et ça nous demande temps. Et mon mari est obligé de libérer du temps. Il travaille à temps partiel ou alors il est en Belgique où nous vivions avant. Donc, c'est un peu compliqué, ça, de pouvoir aller au cabinet.
Vous avez demandé une aide particulière ou un soutien particulier? La façon dont vous êtes soutenu particulièrement, qui pourrait inspirer le public, quelque chose qui existe dans le pays et pas forcément ailleurs. Voilà, extraire parmi tous ceux dont bénéficie votre enfant. Eh bien, effectivement, cette école, si on la compare à ce qu'on avait en Belgique, c'est inclusif jusqu'à l'âge de 6 ans. Au Danemark, on nous a dit ce que vous aviez en Belgique, c'est-à-dire une personne qui l'accompagnait toute la journée, ce n'est pas une inclusion, une vraie inclusivité. Là, elle arrive à jouer avec les autres enfants. Il y a des enfants qui aiment bien jouer avec elle. Ils aiment bien la faire rire parce que c'est un caractère joyeux. Et en fait, vraiment, l'inclusivité telle qu'elle est pratiquée dans cette école avec le langage des signes, etc., tout n'est pas parfait, mais vraiment, c'est une bonne chose et quand on la connaît, en fait, souvent, les parents vous disent, ah, votre enfant a un handicap, à ce moment-là, il faut seulement lui parler dans une seule langue. Or, on lui parle anglais, mais à l'école, on utilise le danois pour elle. Donc, ça ne la gêne pas. Et Fi, un exemple particulier en Grande-Bretagne? Yes. Oui, bien entendu. La plupart des traitements de ma fille se sont déroulés à l'école. À l'inverse d'autres pays, quand l'enfant est dans une école spécialisée, la plupart des traitements se font pendant le temps scolaire avec des spécialistes comme les kinés, les orthophonistes, etc. Mais il y a eu un traitement que j'ai dû trouver à part pour Sadie et qui lui a fait beaucoup de bien, c'est la musicothérapie. Et là, il a fallu trouver des fonds parce que ce n'est pas quelque chose qui est proposé par les services de santé. J'ai demandé à plusieurs reprises des fonds pour lui apporter la musicothérapie parce que ça l'aide beaucoup pour la communication. Ça l'aide beaucoup parce que ça joue sur quelque chose qui est ce qu'elle préfère, c'est-à-dire la musique. Elle adore la musique. Elle a du mal avec le langage verbal, mais le langage musical est vraiment sa langue. Tout à l'heure, vous avez dit que vous parliez Ouda. Eh bien, pour parler Sadi, il faut chanter. Et quand on chante, elle est toujours prête à s'impliquer. Elle va dire, ah, tu connais ma chanson. C'est fantastique. Donc, je crois que la musicothérapie, c'est ce qui a fait le plus de différence pour Sadie. Voilà, l'école inclusive au Danemark, la musicothérapie en Grande-Bretagne. Du côté de la France, chez vous, Camille, en quelques mots, une pratique particulière. Après, ce sera Justine, et puis pour finir, Chelsea aux États-Unis. Puis derrière, on fait un dernier tour de piste. Oui, effectivement, je pense que nous, on a eu la chance pour Nel de présumer très vite ce qui pouvait l'aider. Et quand on a vu l'absence d'outils de communication à sa disposition, on s'est tout de suite formé au Makaton, à la langue des signes. Et je pense que, alors, est-ce que c'est une influence de ma vie professionnelle et de mon orientation professionnelle ou une intuition de maman de me dire un enfant sans outil de communication, voilà, ça va pas aller. Et du coup, de très vite mettre en place le Makaton dont elle s'est très vite saisie. Voilà, je pense qu'on a la chance en France d'avoir beaucoup d'orientations thérapeutiques à notre disposition, beaucoup de forums, beaucoup de blogs sur lesquels on peut échanger avec des professionnels, avec des familles. Il n'y a pas un parcours idéal. Il y a souvent la discussion entre l'inclusion en milieu ordinaire ou la scolarisation en milieu spécialisé. Enfin, voilà.
il n'y a pas un parcours qui soit valable pour tout le monde. Le tout, c'est d'avoir suffisamment de sensibilité de la part des médecins, des professionnels et de la famille pour savoir quel est le parcours qui conviendra à l'enfant. Et c'est l'enfant qui nous dit si ça lui convient ou pas. Avec un mantra pour Nel, elle a un mantra particulier dans la famille. Faire comme tout le monde, mais à sa manière. Voilà. Faire comme tout le monde, mais à sa manière. Justine, en Espagne? Par rapport à l'école, c'est vrai qu'il y a une politique d'éducation inclusive assez forte en Catalogne, où nous vivons. Malheureusement, pour Maya, ça n'a pas fonctionné, dans le sens où à partir de 6 ans, c'est vrai qu'on s'est dit, bon, c'est pas suffisant. D'être dans une classe de 25 enfants, c'était très compliqué pour elle. Socialement, c'est assez difficile pour Maya. Elle a du mal à être entourée de beaucoup d'enfants, sonores, visuels. C'est beaucoup de stimulus pour elle, je pense, et c'était très difficile. Donc, on l'a changé en éducation spécialisée, ce qui, je pense, en France est l'équivalent des IME. On a la chance en Espagne d'être garantie une place en IME, donc c'est vrai qu'on a fait la demande en février et en septembre. Elle avait une place dans l'école de notre choix, donc c'est vrai que c'est une grande chance. Et donc, on est passé de thérapie après l'école comme le disait Effie, tout se faisait dans l'école en fait. Donc c'est vrai qu'elle a une orthophoniste, un kiné à l'intérieur de l'école. On a, nous, un peu prolongé un peu toutes ces thérapies par une thérapie avec des chiens, en fait, thérapie assistée par les animaux, donc avec les chiens, le contact avec les chiens, la socialisation avec d'autres enfants aussi. Et c'est vrai que ça l'a beaucoup aidé, je pense. Et là, on commence l'équinothérapie. Bon, elle avait assez peur des chevaux jusqu'à maintenant. Et on a réussi à vaincre cette peur. Et la semaine dernière, elle est montée sur un cheval. Et donc, on va voir sur le long terme les bénéfices que ça va lui apporter. C'est vrai qu'en Espagne, c'est quelque chose de très courant. Je pense que toutes les filles, il y a 50 cas en Espagne maintenant, et de toutes les familles, je pense qu'il y a plus de la moitié qui font de l'équinothérapie. C'est vrai que c'est quelque chose de très conseillé, autant au niveau socialisation, mais au niveau physique. Je pense que Rémi confirmerait, c'est très bénéfique. Thérapie avec les chevaux et les chiens. Et un exemple rapidement aux États-Unis, une pratique ou quelque chose qui pourrait inspirer ici l'Europe et la France. Je ne pense pas qu'on ait de pratique particulière. Ça varie aux États-Unis, déjà selon l'état de la personne. Mais je suis d'accord que l'équinothérapie est très utile. On l'a aussi. Je sais que la musicothérapie qui est pratiquée au Royaume-Uni est très bonne aussi. On entend que les enfants, ce qu'on nous répète, c'est que ces enfants aiment la musique, les animaux et l'eau. Voilà, donc tout cela, ça peut être utile. La musique, les animaux et l'eau. Dans quelques instants, la parole est à vous, mesdames et messieurs, pour nos 5 invités, à la fois ici dans cet auditorium, mais également au travers du chat. Nous avons appris dans l'intervalle que notre professeurs David Geneviève et Valentin Riot sont demandés également. Il y a pas mal de questions dans le chat. Donc, on va se faire une session rapide il est 12h15 déjà, donc allez jusqu'à 12h30, une dizaine de minutes. Mais avant cela, mesdames, en une phrase, perspective, votre rêve ultime, ou si vous aviez une baguette magique, pardonnez-moi l'expression, voilà, ou un mot aux scientifiques qui sont dans la salle. Allez, on commence. Camille, ensuite c'est Effie. Eh bien, continuer vraiment à coller aux besoins de nos enfants pour qu'ils continuent à grandir et à apprendre dans le plaisir en essayant d'être le plus adapté possible. Je pense qu'effectivement, on leur demande beaucoup de s'adapter à la société, mais la société s'adapte à eux aussi et c'est ça qui fait qu'on puisse continuer à les voir grandir. Coller aux besoins des enfants. Effie?
Hi, yes, my dream for the future is that the Mon researchers rêve pour l'avenir est que les chercheurs et les médecins soient pleinement conscients des causes et des effets de cette mutation DDX3X et qu'ils utilisent leur savoir pour améliorer la vie des familles qui sont touchées comme la mienne et les familles qui seront touchées à l'avenir. Justine, pour vous, s'agit d'améliorer les tests prénataux. D'abord, un grand merci pour tout le travail que les chercheurs font et de continuer ce travail pour qu'on en sache davantage et qu'on puisse aider nos enfants et ainsi améliorer un petit peu leur vie future et espérer qu'elles puissent grandir dans une société plus inclusive. Tout n'est pas du ressort du domaine médical, donc c'est un autre sujet. Un mot sur le test prénatal, vous aviez Oui, alors ça, je pense que ça dépend des pays. En Espagne, on est très très loin d'inclure le DDX3X dans les textes prénataux. Mais c'est vrai que ça, dans ce court terme, ça serait vraiment un rêve qu'on puisse dépister le DDX3X in utero. Cornelia. Although I have been told that the special school that Uda will go to is a very good one. On m'a dit que l'école spécialisée où va aller Oude sera fantastique, elle sera très bien, on s'occupera bien d'elle. Mais mon rêve est, comme les vôtres, d'avoir une société plus inclusive avec des professionnels qui seraient là pour aider. Request mainly for politicians that carers and health professionals would be better paid donc, il faudrait aussi que les soignants soient mieux payés parce qu'on a besoin d'aide, de leur aide et on n'a pas assez d'aidants, pas assez de soignants et il faut qu'on nous apporte cette aide. C'est un sujet évidemment qu'on a en France. C'est bon. Oh non, je n'ai pas laissé parler Chelsea. À vous, Chelsea, pour le Final Road. Pas de problème. Très rapidement, pour reprendre ce qu'a dit Justine, je connais quelques cas qui ont été diagnostiqués in utero. Je crois que c'était au Royaume-Uni. Et je pense, comme les autres, une société plus inclusive et de meilleurs traitements pour les enfants. Merci beaucoup, mesdames. Vous restez un instant avec nous. On vous applaudit. D'abord, Cornelia Krugman, Justine Desouches, Camille Stoven, Chelsea McCarthy et en ligne du côté du Royaume-Uni, Effie Fenton. Mini changement de programme. Les questions adressées aux professeurs, aux docteurs ont été répondues en direct ici grâce à Gwendoline. Donc, on ne partagera pas tous ensemble les questions ici. Plutôt des questions orientées pour nos 5 invités dans les dizaines de minutes qui nous restent avant d'aller déjeuner. Voilà ici. Bonjour, vous m'entendez? Merci beaucoup pour vos témoignages. On se retrouve beaucoup dans ce que vous dites. On a eu le diagnostic le mois dernier pour notre fille qui a 4 ans. Se pose maintenant la question pour nous d'un 3e enfant, parce qu'on a déjà un aîné qui va très bien. Et je voulais vous demander comment c'était c'est vraiment ce que ça va changer pour nous, ce diagnostic. On a toutes les thérapies en place pour notre fille. Et maintenant, évidemment, c'est plutôt pour le 3e. Comment s'est passé? Vous êtes plusieurs à avoir eu des enfants après. Comment se sont passées vos grossesses pour eux? Quels ont été les tests qui ont été faits durant votre grossesse pour éliminer le risque d'un autre enfant atteint de cette maladie? Nous, effectivement, Nel est l'aîné de nos 4 filles et l'agenda et le calendrier se sont bien amusés parce que finalement, le diagnostic de Nel est tombé, le diagnostic des DDX3X est tombé 1 mois après le début de la grossesse de notre 4e. Et effectivement, je ne suis pas sûre qu'on aurait... on pensait que les difficultés de Nel étaient liées à son histoire, à la grossesse, à un facteur tératogène ou autre. Du coup, je ne sais pas comment... Si on avait eu le diagnostic, est-ce qu'on aurait pris le risque d'avoir d'autres enfants?
En même temps, voilà, la médecine dit que on n'a pas plus de risques à une deuxième grossesse qu'à une troisième, mais est-ce qu'on aurait repris ce risque-là? J'en sais rien, mais en tout cas, on est très content que le diagnostic soit arrivé après, quoi. Anna Jo, Justine. Oui, moi je peux parler pour l'Espagne. Donc nous on a eu le diagnostic avant, hein, c'est ce qui nous a un peu, ce qui nous a permis d'avoir d'autres enfants parce qu'on voulait vraiment ce diagnostic avant. Et en fait il y a un test qui est fait à la semaine 10, je crois, de la grossesse, pour voir si est porteur du gène DDX3X, de la mutation. Et voilà, c'est ce qui est fait en Espagne. Une autre question. Est-ce qu'on a des choses en ligne pour nos 5 invités? Non? Non, Gwendoline. Donc, ça se passe ici, dans l'auditorium. Moi, ma fille, elle a été diagnostiquée il y a 1 an. J'arrive pas. Prenez du temps pour la reformuler. On reviendra à vous après si vous souhaitez reprendre la parole. Monsieur, oui. Est-ce que vous pensez que vos enfants ont conscience de leur handicap? Est-ce qu'ils expriment cette conscience Nous, c'est ce dont on parlait hier soir. On a eu besoin, je pense, d'utiliser le mot handicap le jour où on a réalisé que Nell avait des difficultés. Le jour où le mot handicap a été posé avec le diagnostic, on a eu besoin de l'utiliser pour s'en vacciner, en fait. Se dire, bah voilà. Et Nell et ses 3 sœurs ont conscience que Nell est en situation de handicap. Elle a un handicap. Elle n'est pas handicapée, mais elle a un handicap. Et c'est quelque chose qu'on verbalise. C'est un mot qu'on ne veut pas diaboliser. Et Nell, elle dit souvent, bah ça c'est dur pour moi. Bah oui, on le sait, Nell. On sait voilà, qu'il y a des choses qui sont dures pour toi. Et je pense que, enfin, en tout cas, voilà, nous, c'est le parti qu'on a pris, de poser des mots sur les choses, d'expliquer, voilà, et on a l'impression que tout le monde est plus à l'aise avec les choses. Et Nell a conscience qu'effectivement, tout fonctionne pas exactement comme chez les autres, quoi. Elle exprime, oui, elle exprime. Elle, voilà, Nell, on a la chance qu'elle soit bien verbale, donc elle dit qu'elle a le syndrome DDX3X, elle dit qu'elle a un handicap. Alors, quel est son degré de conscience sur ce qu'elle... En même temps, personne ne peut dire ce qu'elle sera capable de faire en grandissant, ce qui lui sera à jamais interdit, empêché. En tout cas, elle continue à dire, moi, je veux faire comme tout le monde, mais à ma manière, quoi. Donc voilà, mais oui, elle a conscience qu'elle a un handicap. Elle va pas à l'école comme tout le monde, mais quand elle revient à la maison avec des devoirs, elle est scolarisée en milieu spécialisé. Elle dit, bah moi aussi j'ai des devoirs, hein. Mais voilà, il y a des choses où c'est pareil, il y a des choses où c'est pas pareil.